Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voyage et description d'itinéraire puisque comme vous le savez peut-être ou même sûrement, si vous me suivez sur Instagram en tout cas vous le savez, je suis arrivée à Taipei en échange universitaire en janvier et ensuite je suis partie 2 semaines en voyage en Birmanie. Ce voyage au Myanmar c'était absolument incroyable, franchement c'est un des plus beaux voyages que j'ai pu faire. Le Myanmar est un pays magique, il y a des paysages incroyables partout, les gens sont tellement gentils, ça fait partie vraiment des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées de toute ma vie. C'est un voyage qui m'a profondément marquée et j'avais vraiment envie de partager avec vous toutes mes petites découvertes, mes bons plans, mais aussi et surtout partager avec vous ce pays, cette culture, vous donner envie d'y aller puisque vraiment vous ne pourrez pas être déçus je pense de ce pays si vous aimez l'Asie. Mais foncez, le Myanmar c'est souvent un pays qui est mis de côté notamment dans les road trips. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge etc. Mais honnêtement ne passez pas à côté du Myanmar parce que c'est une perle rare, c'est une petite merveille, il y a tellement de choses à voir. Alors à savoir que le Myanmar est un pays très pauvre donc le coût de la vie est assez bas, notamment comparé à la France. C'est même parfois moins cher que la Thaïlande, les hôtels ne coûtent vraiment pas grand chose. Donc c'est pas un voyage qui va coûter très cher. Je vais essayer de reprendre à peu près tous les coûts de notre voyage pour vous montrer un petit peu combien on a dépensé, dans quels endroits, ce qui coûte plus cher ou moins cher. Mais j'ai pas forcément tout en tête comme ça fait quand même quelques mois. Il me semble qu'il n'y a pas de vol direct depuis Paris, il y a une escale forcément par Bangkok, mais c'est environ 1h15, 1h30 de vol depuis Bangkok, donc c'est vraiment très proche. Et nous sommes partis depuis Taipei, donc on a fait également une escale à Bangkok, on avait 3h30 de vol depuis Taipei jusqu'à Bangkok et ensuite 1h30 comme je vous ai dit jusqu'à Yangon. Le Myanmar c'est un pays de 53 millions d'habitants que l'on appelait avant Birmanie, donc on peut encore trouver les deux noms un peu partout. Et voilà, il faut savoir que c'est la même chose, c'est un seul et même pays. Donc, le 29 janvier on est parti de Taipei jusqu'à Yangon, une très grande ville qui est vraiment très étalée, donc elle fait des kilomètres et des kilomètres. Il y a beaucoup de monde, ça grouille de partout, c'est toujours animé. Personnellement on a adoré cette ville. Donc dès l'arrivée à l'aéroport, ce que je vous conseille c'est d'acheter une carte SIM. Nous on a pris 10 Go environ pour 2 semaines, on avait largement assez, on aurait même pu prendre 5 Go. Ça coûte vraiment pas grand chose, ça coûte environ 10-12 euros et ça peut vraiment vous aider parfois quand vous arrivez dans un pays où vous connaissez absolument rien, pas du tout la langue. Ça peut vous sauver bien des misères, croyez-moi. Et on en a également profité pour retirer du cash puisque tout se paye en cash au Myanmar. Il n'y a pas du tout de choses qui se payent en carte bleue, même les hôtels ou les restaurants. Absolument pas, donc il faut toujours avoir du cash sur soi. Et les ATM de l'aéroport proposent de très bons taux de change, donc on a pris directement là-bas. Ensuite pour rejoindre le centre de la ville, le plus simple et le plus économique c'est de prendre un bus. Enfin le plus simple. Le plus simple ça peut être de prendre un taxi mais ça vous coûtera 10 fois plus cher que le bus. Puisque le bus coûte environ 1000 chats, donc 75 centimes pour rejoindre le centre de la ville, c'est absolument rien. En environ une demi-heure, 1 heure vous avez rejoint le centre, donc c'est vraiment super pratique et très économique, surtout si vous êtes que deux. À Yangon on avait choisi de rester dans un hôtel qui était près de la pagode principale en fait, qui est la pagode Shwedagon. C'est la plus grosse pagode du Myanmar et honnêtement la plus belle je pense, elle est juste incroyable. Donc nous on avait choisi de prendre un hôtel par là-bas, c'était le Azumaya Hotel. C'est honnêtement un très bel hôtel qui nous a coûté un peu plus cher que la moyenne à Yangon, mais ça restait quand même très raisonnable, c'était 30 euros la nuit environ. Et on avait une vue incroyable sur la pagode, terrasse en rooftop, le petit déj était super bon, donc petit déj sur la terrasse évidemment, ça c'était trop cool. Et franchement on était super bien placés, il y avait un service mais de malade, mais alors ça c'est partout au Myanmar. Les gens ont le sens du service, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça ailleurs. Peu importe où est-ce qu'on allait, on avait toujours quelqu'un qui nous ouvrait la porte, qui venait nous prendre les bagages etc. Et ils ont vraiment, mais ils sont dévoués en fait à vous et ils veulent absolument que vous vous sentiez super bien. Même si la chambre était pas folle, juste pour la vue et l'emplacement, je vous recommande tellement cet hôtel. Il est vraiment trop bien placé et nous on voulait vraiment aller à la pagode au sunset et au lever de soleil. Et honnêtement si vous le faites au lever de soleil, il vaut mieux être pas trop loin parce que c'est quand même assez tôt et le réveil pique un petit peu, donc si vous êtes prêts c'est toujours appréciable. Là on était à 5 minutes à pied et on était au milieu d'un quartier assez vivant mais très populaire. Donc quand on est arrivé j'avoue qu'on a eu un petit choc au début, c'est quand même un pays qui est très pauvre, qui est pas très propre non plus du coup. Donc voilà, c'est un peu le choc des cultures mais ça nous met vraiment dans l'ambiance dès le début et c'était hyper intéressant de voir ça aussi. Je vous listerai quelques restos ici qu'on a adoré et où ils mangeaient végétarien, mais si vous voulez retrouver toutes mes bonnes adresses, surtout rejoignez-moi sur Mapster, c'est une application où je renseigne en fait tous mes bons plans, que ce soit des points de vue, des hôtels, des restos ou autres, des choses à voir en fait. Si ça vous intéresse de connaître toutes mes bonnes petites adresses, rejoignez-moi là-bas, c'est LucineMGR comme sur Instagram. On est arrivé le 29 janvier au soir comme je vous disais, donc notre vraie première journée c'était le 30 janvier et on a voulu commencer notre voyage au Myanmar avec un truc qui est absolument typique à Yangon, c'est le train circulaire autour de la ville. C'est de base pour permettre aux locaux de rejoindre leur village en fait autour de la ville, donc il coûte absolument rien, il coûtait 400 chats donc environ 30 centimes. Ça dure 3 heures de faire tout le tour et ça permet de voir vraiment les environs de Yangon,
voilà, tous les petits villages autour, la campagne. Il fait également un arrêt où vous pouvez descendre dans un des villages. C'est pas du tout touristique, même s'il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent ce train. De base il est vraiment fait pour les locaux, donc on voit vraiment en fait leur quotidien. Et il y a aussi tout l'aspect vendeur, en fait les vendeurs ambulants dans le train qui déambulent, qui vous proposent des choses et d'autres complètement insolites parfois à acheter dans le train, et c'est hyper cool. Franchement c'est une très bonne ambiance, mais alors il fait chaud donc préparez-vous parce que là il n'y a pas de clim et c'est juste assis sur les bancs avec les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. Et ça dure 3 heures, mais c'est quand même vraiment très cool. L'après-midi de cette première journée, on a fait la deuxième pagode la plus connue à Yangon, qui est là sous les pagodas. C'est la pagode qui est en plein milieu de la ville. Vous allez m'entendre parler de pagode un peu tout au long de la vidéo parce qu'au Myanmar c'est vraiment ce qui est le plus répandu, c'est leur temple en fait. Et il y en a absolument partout, c'est magnifique. Mais alors c'est vrai qu'au bout de 2 semaines vous avez vu quand même pas mal de pagodes en général. Et nous on y allait, il y avait absolument personne. Donc il faut savoir qu'on y allait au début de l'épidémie du coronavirus, donc il n'y avait pas tous les touristes chinois. Et pas mal de locaux nous ont dit que ça enlevait quand même beaucoup de touristes et que d'habitude il y avait quand même pas mal de chinois. Donc je pense qu'on a été assez chanceux puisque du coup on a pu voir les lieux sans avoir trop de monde. Mais là pour le coup là sous les pagodas on devait être 10 je crois dans la pagode, et c'était vraiment apaisant, il n'y avait pas grand monde, on n'entendait pas du tout le bruit des voitures à l'extérieur alors qu'on était quand même en plein centre et qu'il y avait du monde autour, croyez-moi. Mais c'est vraiment quelque chose à faire je trouve quand vous passez à Yangon puisqu'elle est magnifique. Et à savoir qu'à chaque fois que vous rentrez dans une pagode dans tout le pays en fait, vous devez être couvert des épaules, du décolleté et des jambes. Donc souvent pour les femmes et même pour les hommes parfois on vous donne ce qu'on appelle un lingi en fait, c'est une espèce de jupe, enfin un tissu qu'on noue en fait autour de la taille pour vous couvrir les jambes, et pareil on vous donne un petit quelque chose à mettre sur vos épaules si vous en avez pas. Ça vous met aussi bien dans la culture puisque c'est les tenues traditionnelles en fait des femmes et des hommes qui portent toujours tous les jours, c'est leur habit quotidien. Et croyez-moi c'est très confortable. Le soir de cette première journée on est allé donc à la Shwedagon Pagoda dont je vous parlais, qui était juste à côté de notre hôtel. La pagode la plus connue de tout le Myanmar en fait, de toute la Birmanie. On a voulu faire le coucher de soleil là-bas puisqu'on nous avait dit que c'était magnifique. Alors oui c'était très beau, mais alors il faut savoir qu'il y a toujours du monde dans cette pagode puisque c'est le point le plus touristique je crois du pays. Il y a même des personnes ou des moines qui viennent en pèlerinage ici. Donc c'est vrai que ça rassemble pas mal de monde, mais c'est une ambiance super sympa à voir, même avec tout ce monde, c'est vraiment impressionnant. Surtout la première fois qu'on y va, vous allez voir, c'est magnifique. J'avais du mal à réaliser qu'on était là honnêtement, c'était vraiment magique. Donc à chaque entrée dans la pagode on paye environ 5 €, donc nous on les a payés ce soir là et le lendemain matin, puisque pendant notre deuxième journée on a commencé par faire la pagode au lever de soleil. Et alors ça c'était juste un truc de fou, franchement c'était vraiment une ambiance à part, c'était mystique. On a eu un lever soleil qui était quand même très beau, on a été chanceux, il y avait vraiment du beau temps, donc de jolies couleurs. Faire Shwedagon au coucher de soleil c'est très beau, mais la faire au lever de soleil c'est encore plus magique. Et si vous devez choisir entre les deux, je vous conseille vraiment le lever de soleil, même s'il faut se lever tôt, faut se le dire, puisque le lever de soleil était à 5h30 je crois, ça vaut vraiment le coup. On s'est ensuite baladé dans les petites rues du Yangon et on a découvert le quartier indien où on a mangé aussi dans un super bon resto indien pour quasiment rien aussi. C'est pareil, on mangeait pour 2-3 € maximum en faisant entrée, plat et boisson. Et le quartier indien était vraiment sympa. Alors après on a visité un temple hindou, mais je vous avoue qu'on s'est senti un peu mal à l'aise. C'était un peu particulier et juste je me sentais pas trop à mon aise dedans. Et puis on est allé se poser aussi au parc du centre de Yangon, qui était juste à côté de la pagode Shwedagon. C'est un endroit où il y a beaucoup de jeunes qui se rassemblent pour juste se poser au soleil, lire un livre, prendre une glace, voilà, attendre que le temps passe. Et c'était vraiment cool comme ambiance, on était un peu crevés nos 2 dernières journées, et surtout qu'on s'était levé là le matin très tôt. Donc on s'est juste posé dans le parc et c'était super sympa. Ensuite on a eu notre dernière soirée à Yangon, on a mangé aussi dans un super bon petit resto qui proposait pas mal de plats végétariens aussi, c'était le Shine Kitchen il me semble. Et donc moi je suis végétarienne, mais mon copain avait fait le choix de manger aussi uniquement végétarien pendant ces 2 semaines, puisque comme c'est un pays assez pauvre, la qualité de la viande est parfois un peu douteuse, surtout sa conservation. Donc nous, tous nos amis qui sont allés au Myanmar avant nous avaient dit honnêtement mangez pas de viande parce qu'ils ont tous eu des intoxications alimentaires. Et nous on a eu de la chance vraiment de pas en avoir. C'est quelque chose qui est assez récurrent quand on va dans des pays comme ça où l'alimentation est complètement différente de la nôtre, où les conservations ne sont pas forcément aussi hygiéniques. Donc par mesure de précaution je vous conseillerais de pas trop manger de viande, essayer d'éviter les night markets aussi ou les street food en fait, où on vous vend de la nourriture qui est restée un peu toute la journée sur l'étal, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Nous on avait mangé dans des petits restos locaux en fait à chaque fois, pour vraiment pas très cher, et au moins on a découvert la cuisine locale mais de façon un peu plus... à peine plus haut de gamme en fait que le street food. Le troisième jour, donc le 1er février, on est parti en bus vers Kalao, donc plus au nord, au milieu du pays à peu près.
Donc c'est un bus qui nous a coûté 12,50 € et c'est les bus là-bas, enfin c'est des bus de luxe hein, honnêtement. On était hyper étonnés parce que vraiment vous avez la petite télé, c'est hyper large, hyper confortable. Il y a souvent le repas inclus dans le bus. Voilà, c'est vraiment des bus très confortables. Celui-ci était pas le plus confortable qu'on ait eu. Mais après franchement on a pris des bus VIP. On est arrivé à Callao vers 18 h et en fait c'est une toute petite ville à la limite du village en fait. Callao c'est vraiment dans les montagnes. Donc il y a une bonne partie de virage comme ça en fait pendant 1h30 je crois. Et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais ça l'a fait, on n'était pas malade, on se sentait pas trop mal donc ça va. C'est aussi possible d'accéder Callao en avion, mais voilà, nous c'était pas ce qu'on voulait faire, parce que ça coûtait beaucoup plus cher, on préférait faire ça de façon un peu plus locale, un peu plus backpacker. On essayait d'éviter de prendre l'avion quand on peut prendre le bus, puisque là on avait le temps. Et à Callao on a dormi dans un petit hôtel qui s'appelait le Sky Motel, qui nous a coûté 12 € pour la nuit. On n'avait pas prévu de rester à Callao très longtemps puisqu'on y était allé uniquement pour commencer un trek. Donc il y a beaucoup de treks qui sont entre Callao et Lakinlé, c'est à peu près à la même hauteur dans le pays et on peut choisir de faire un trek de 1, 2 ou 3 jours. Et nous on voulait absolument faire un trek de 2 jours. Notre soirée à Callao on a visité un petit peu et on a mangé dans un resto qui était aussi super bon. Et c'est là qu'on a découvert qu'en fait quand on prend une bière au Myanmar, donc la Myanmar Beer, la bière nationale, donc sur la capsule vous pouvez décoller un petit truc et vous pouvez gagner de l'argent en fait en buvant des bières. C'est un peu une loterie ou alors vous pouvez gagner des bières ou autre. Et donc quand on a découvert ça on n'a pas refusé après de prendre des bières à quasiment chaque repas hein. C'était une bonne excuse. Mais on a gagné parfois des bières ou de l'argent en buvant des bières en fait et en découvrant ce qu'il y avait sous la capsule, c'était assez drôle. J'avais contacté quelques jours auparavant une compagnie de trekking en fait, puisqu'il y a beaucoup de compagnies qui font le trek entre Callao et Lakinlé. Et on voulait vraiment trouver quelque chose de pas trop touristique, de vraiment typique. Et on est tombé sur Koh Kiao Callao Trekking. Donc vous pouvez le retrouver sur Facebook et le contacter sur Messenger si vous souhaitez. C'est vraiment, je peux que vous les recommander en fait, ils sont adorables. On a vécu 2 jours incroyables. Donc c'est des treks qui sont privés, qui sont pas en groupe. Enfin vous pouvez aussi les faire en groupe, mais là nous ils nous proposaient de le faire que à 2. On n'était pas forcément fermé à l'idée de le faire avec d'autres personnes, on voulait juste pas le faire à 15 ou 20 parce que ça aurait cassé un peu le côté voilà, original du trek et surtout très local. On voulait vraiment pas débarquer en gros groupe en fait dans un petit village et que ce soit juste une attraction touristique. On a rencontré un couple de Suisses dans l'hôtel où on dormait en fait la veille, donc on leur a proposé de le faire avec nous puisqu'ils cherchaient exactement la même chose, un trek de 2 jours. On allait ensemble voir l'agence de trek la veille au soir. Donc là ils nous ont offert l'apéro, le monsieur s'est mis à nous chanter des chansons traditionnelles et tout, c'était vraiment très cool. On a rencontré toute la famille, on était dans une bonne ambiance pour le départ du lendemain matin, ça je peux vous le dire. Et le lendemain matin ils sont venus nous chercher à l'hôtel et ensuite on est parti, on a commencé le trek. Donc la première journée on a marché vraiment toute la journée et ce qui était top en fait, genre ça on s'y attendait pas du tout, c'est qu'il y avait un chef cuisinier qui nous rejoignait à chaque repas, chaque point où on s'arrêtait pour manger et qui cuisinait des choses mais tellement bonnes. Je vous mettrai des photos de ce qu'on a mangé, mais honnêtement on a mangé comme des rois pendant ce trek. Ça on peut pas se plaindre du tout, on avait de la force pour avancer parce que franchement ils nous cuisinaient des trucs de fou. Et là-bas une des spécialités c'est la salade d'avocat, donc un peu façon guacamole. Et moi qui suis pas fan d'avocat, honnêtement c'était trop bon, genre vraiment trop bon. On en raffolait, on en a mangé des assiettes et des assiettes. Là pour le coup tous les 4 on était trop contents de la nourriture parce qu'on a vraiment bien mangé. Le soir on est arrivé au village où on dormait et ce qui est super avec cette agence de trekking là c'est qu'ils changent très régulièrement les routes et surtout ils ne prennent pas du tout les routes touristiques que toutes les autres empruntent en fait. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire ça, mais là vraiment on a croisé personne en 2 jours, vraiment personne. Alors que normalement entre Callao et Inle c'est un peu un autoroute à touristes de ce qu'on m'a dit. Il y a pas mal de monde qui était déçu de leur trek parce que justement ils suivaient d'autres groupes, ils étaient un peu à la chaîne et ils devaient s'arrêter pour pas être trop proche d'eux. Nous on a croisé absolument personne, donc je pense que les routes qu'ils empruntaient étaient vraiment très peu connues. C'est un local qui était notre guide qui parlait aussi très bien anglais, donc ça c'était vraiment cool parce qu'on a pu discuter de plein de choses avec lui sur la culture et les traditions birmanes. Et surtout ils changent leur route très souvent et ils changent aussi les villages dans lesquels on dort très souvent pour pas que ça devienne en fait une attraction touristique pour les villages et qu'ils en fassent leur business. Nous pour vous dire le village dans lequel on a dormi ça faisait que 2 semaines je crois qu'ils faisaient les treks là-bas, donc ils avaient vu que genre 4 ou 5 personnes blanches dans toute leur vie. Donc c'était assez impressionnant et assez marquant notre arrivée là-bas puisqu'ils étaient vraiment à nous découvrir en fait. C'est vraiment marquant mais honnêtement des souvenirs incroyables et à vie. J'ai sorti le drone là-bas d'ailleurs, alors là quand je leur ai montré ce que c'était, ils en revenaient pas. Et j'ai des images assez frappantes d'ailleurs avec ça. Tout le village qui s'est ramené autour de nous pendant que le drone volait, c'était un moment suspendu en fait, et je pense que je me souviendrai toujours de ce moment parce que c'était vraiment impressionnant. Donc ça c'est vraiment un aspect qu'on ne pourrait pas avoir en fait dans un village où on va dormir tous les soirs, où
il y a des touristes qui débarquent un peu tous les jours. On a dormi chez les habitants, donc c'était assez cocasse. On a dormi même le parquet sur le sol. Il y avait les vaches juste en dessous, les animaux qui montaient et tout était ouvert. Il n'y avait pas de toilette, enfin si, il y avait un trou au fond du jardin dans un cabanon. Il n'y avait pas de douche, c'était juste une bassine d'eau derrière des bâches, se balançait de l'eau gelée dessus, mais alors autant vous dire que ça servait pas à grand chose. Donc voilà, c'était assez rudimentaire, mais encore une fois, on voulait de l'authentique, on l'a eu là franchement, on aurait pas pu faire mieux sur ce point là. Et le deuxième jour on est reparti pour la suite du trek, donc c'est beaucoup plus court le deuxième jour. On part assez tôt le matin, je crois qu'on part à 7-8 heures, et ensuite on marche une bonne partie jusqu'au midi. Il fait très chaud, en tout cas nous il faisait très chaud quand on y allait, c'était la saison sèche. Ensuite on mange, on remarche un petit peu jusqu'à 2 heures de l'après-midi je crois, et ensuite on termine par un tour en bateau sur le lac Inle. Donc on arrive à peu près vers le sud du lac, c'est un très grand lac, c'est le plus grand lac du pays il me semble. C'est très connu aussi, il y a beaucoup de pêcheurs traditionnels dessus. Il y a aussi beaucoup de faux pêcheurs, donc ça je vous en parlerai après. On arrive vers le sud du lac et en fait on prend le bateau pour remonter jusqu'au village au nord du lac où tout le monde dort à peu près. Donc on a environ 1h30 de bateau, donc de pirogue traditionnelle sur le lac. C'est vraiment trop agréable honnêtement après 2 jours de marche d'arriver, se poser sur le bateau et juste de remonter ça au milieu du lac. Au milieu de la nature, là c'est trop bien. Et comme je vous disais sur le lac Inle, il y a beaucoup de pêcheurs traditionnels donc qui pêchent au filet ou au panier, qui font un peu des figures acrobatiques sur les longues pirogues. Mais à savoir qu'il y a beaucoup de faux pêcheurs aussi qui prennent uniquement la pause en fait, enfin qui pêchent pas du tout, ils sont juste là pour prendre la pause et que vous les preniez en photo et après ils vous demandent de l'argent. Donc nous on voulait absolument pas faire ça et payer pour prendre les faux pêcheurs en photo. On préférait largement aller voir les vrais pêcheurs en fait et juste leur demander si on pouvait prendre 1 ou 2 photos ou même juste voir leur façon de faire et leur façon de pêcher, leur tradition, etc. C'est pas mal de savoir ça quand même quand vous allez sur le lac Inle parce que beaucoup de personnes peuvent un peu se faire prendre au piège et pas trop savoir qu'en fait c'est pas des vrais pêcheurs et qu'ils sont juste là pour prendre la pause. Et il faut également payer 8 € d'entrée dans la zone du lac Inle puisque c'est un site qui est protégé et où ils régulent un peu les entrées par rapport aux touristes. Pour pas qu'il y en ait trop tout simplement, donc il y a 8 € de droit d'entrée à payer. Par rapport au trek, donc ça nous a coûté 55 € par personne, mais absolument tout était compris, que ce soit tous les repas, comme je vous disais qu'on a trop bien mangé, le transport de notre hôtel à Callao jusqu'au début du trek, le bateau à l'arrivée, la nuit chez les habitants donc dans le petit village, tout était compris pour 55 €. Donc pour 2 jours et 1 nuit, donc je trouve que c'est quand même un prix qui est assez raisonnable. Surtout du coup on n'a rien à payer pendant 2 jours, donc on n'a pas hésité et surtout c'est les mêmes prix un peu partout. Donc sur ça vous n'aurez pas beaucoup de comparaison, enfin vous allez très vite le voir en fait que toutes les agences proposent un peu le même prix. Donc à vous de bien choisir quand même l'agence avec qui vous allez partir pour le trek, les guides que vous allez prendre pour éviter de vous retrouver un peu avec tous les touristes sur les chemins que tout le monde emprunte. À l'arrivée au lac Inle, donc on a dormi dans le petit village de Niangshui, qui est le village juste au nord du lac où absolument tous les touristes dorment en fait. Et on a trouvé le meilleur hôtel du monde pour 8 € la nuit. Nous on a dormi chez Mother's Home. C'est un petit hôtel trop mignon, hyper calme, hyper apaisant. Les chambres sont trop bien, franchement d'une très bonne qualité. Ils proposent des massages etc. Il y a le room sour offert à l'happy hour sur le rooftop. Il y a d'ailleurs un rooftop qui donne sur les montagnes à 180 pour le coucher de soleil, c'est trop bien. Et surtout la gérante est tellement gentille. C'est un hôtel qui n'est pas à but de faire du profit, donc c'est pour ça qu'il est si peu cher en fait. Et à l'arrivée vous avez votre petit jus d'ananas, ils nous ont donné des petites lingettes mouillées fraîches pour se débarbouiller. Alors autant vous dire qu'on arrivait de notre trek de 2 jours, on avait pris une douche qui était très rudimentaire, c'était vraiment pas une douche en fait. Et là on arrive et ils nous donnent ça, on était refait. Par contre les lingettes toutes blanches elles étaient marron à la fin. Vraiment le meilleur hôtel, le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait pu avoir. Le service est incroyable, ils sont tous tellement gentils. Le deuxième jour au lac Inle, donc on a fait un petit tour au marché local. Il y a un marché qui est très sympa, des petites boutiques. C'est assez touristique mais honnêtement les prix sont pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs, ça reste très correct. Pareil on a mangé dans des petits restos végé super sympas. Et on est également allé faire un tour de vélo puisqu'on peut faire du vélo autour du lac. Donc nous on est allé faire un tour de vélo jusqu'à un pont qui est assez connu, qui est un pont en bois en fait sur pilotis. Et c'était vraiment sympa parce qu'on a vu tous les élèves qui rentraient de l'école, les familles qui se promenaient, qui rentraient dans les petits villages en fait sur pilotis sur le lac. Et au retour on s'arrêtait dans des vignes, alors on était hyper surpris de voir qu'il y avait des vignes là en plein milieu. Et au final on s'est arrêté boire un verre de vin au coucher de soleil dans les vignes, ça nous a fait trop du bien parce que le vin il n'y en a pas trop par ici hein. Et même si c'était pas le meilleur vin qu'on ait bu, le vin du Myanmar est assez particulier. Mais on a quand même vraiment apprécié avec le coucher de soleil sur les vignes, c'était trop beau. Et le moment était juste trop cool en fait. Ce soir là on repartait pour une nouvelle ville et on a donc pris un bus de nuit vers Mandalay qui est encore plus au nord. Donc c'est la ville la plus au nord qu'on ait faite.
C'est la deuxième plus grande ville du pays et c'est pas du tout la même ambiance qu'à Yangon. On est arrivé à Mandalay vers 4 h du matin, donc on avait pris un hôtel pour le reste de la nuit parce que sinon honnêtement on n'aurait pas du tout dormi, on n'aurait pas pu juste errer dans les rues de Mandalay de 4 h à 8 h du mat quoi. Donc on a dormi dans un hôtel tout à fait banal, le plus basique. C'était le Boss Hotel il me semble et il nous a coûté 15 € la nuit. Donc c'est un peu plus cher que d'autres villes par exemple du Myanmar, Mandalay. Mais c'est aussi parce que c'est très touristique et qu'il y a beaucoup de monde en fait qui arrive en avion à Mandalay et qui font du nord au sud en fait. La ville de Mandalay est sympa mais en soi on n'a vraiment pas trop accroché avec l'ambiance de cette ville. C'est surtout les monuments qu'on y a vus qu'on a trouvé très jolis et beaucoup de monde nous avait déconseillé de faire Mandalay parce qu'ils avaient été déçus tout simplement. Mais je conseillerais quand même d'y passer 2 jours pour faire des petites excursions comme ça dans les temples, dans les pagodes. Et on a vu des endroits qui étaient vraiment magnifiques et que j'aurais regretté de ne pas avoir vu je pense. Si on avait skippé Mandalay, donc moi je vous conseillerais quand même de le faire. On va marcher par exemple, il n'y a pas de trottoir, on est obligé de prendre le taxi tout le temps, les scouts, il y a énormément de scouts, le tuk-tuk ou autre, donc c'est ce qui nous a moins plu, mais quand même ça reste une ville qui je trouve vaut le coup de découvrir tout simplement. Donc le premier matin on est parti vers 8 h 30 du matin, donc autant dire que le réveil a piqué parce qu'on s'était couché à genre 4 h 30 du coup. On a pris notre petit déj, on est parti direction un port puisqu'on a pris le bateau pour aller à Mingun. Donc Mingun c'est une petite ville, une espèce de site en fait qui est à environ 1 heure de Mandalay. Donc il faut prendre un bateau pour traverser la rivière tout simplement. Et ensuite on y arrive en 1 heure de bateau environ. Et là-bas il y a certaines des pagodes les plus connues du Myanmar. Si vous recherchez un peu de photos du Myanmar sur Google, sur Insta, sur Pinterest, vous allez forcément tomber sur celle-ci, donc la fameuse pagode blanche sur laquelle j'ai pris pas mal de photos et où je vous ai posté les photos sur Insta. De toute façon je vous poste toujours toutes les photos de mes voyages et mes petits tips au moment où j'y suis en fait. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta si vous voulez plus de conseils, si vous voulez voir toutes les photos de mes voyages tout simplement. Donc on a vu cette fameuse pagode où il y avait pas mal de monde devant mais personne derrière une nouvelle fois. Et on a vu pas mal d'autres pagodes qui étaient super jolies et cet endroit je trouve qu'il vaut vraiment le détour. Quand vous descendez du bateau à Mingun, ce que je vous conseille c'est de prendre directement un tuk-tuk. Si vous pouvez le partager avec d'autres personnes, faites-le. Nous on était avec 2 Brésiliens. Comme ça vous coûte moins cher, et d'aller directement à l'autre bout du site, donc sur la pagode blanche la plus connue puisque c'est aussi celle qui est la plus éloignée. Comme ça vous y allez rapidement, tous les autres touristes sont pas encore arrivés et vous pouvez voir le lieu avec un peu moins de monde. Et ensuite vous pouvez revenir à pied en faisant des stops sur tous les points à voir en fait. Mingun vraiment trop jolie, la pagode blanche était incroyable mais les autres pagodes aussi. Il y a notamment la pile de briques la plus haute au monde qu'ils n'ont jamais terminée parce qu'ils voulaient faire la pagode la plus grande du monde mais ils n'ont pas pu la faire, enfin la terminer. Et l'après-midi on allait voir une autre pagode, l'une des principales de Mandalay en fait, la plus connue. Donc il y a la pagode principale, elle est au nord-est de la ville. Et autour il y a 1000 petites pagodes blanches avec chacune une stèle. Et donc il y a une histoire qui est écrite sur chaque stèle. Enfin une partie de l'histoire en tout cas qui est écrite sur chaque stèle. Et si jamais on lisait tout, on aurait toute l'histoire en entier. Personne ne fait ça évidemment, surtout que c'est écrit en birman. Donc c'est pas possible pour nous de le lire à moins que vous soyez bilingue en birman, mais c'était pas notre cas. Mais en tout cas c'est très joli à voir. Et une nouvelle fois c'est un lieu que j'ai trouvé hyper apaisant, c'est très calme. Il y a beaucoup de monde qui viennent se ressourcer, donc il y a vraiment cette atmosphère d'énergie positive en fait. Et j'ai vraiment aimé ça. Et ensuite on est monté voir le fameux coucher de soleil sur la Mandalay Hill, donc la colline de Mandalay qui est juste à côté de cette pagode blanche au nord-est. Et alors là, il faut vous préparer pour une sacrée montée. On est tombé sur un chemin piéton comme il l'appelait, où en fait c'était des escaliers tout simplement qui étaient mis dans la colline. Et il y en a beaucoup. Je sais plus combien de temps on a mis à monter mais... on a mis vraiment longtemps. Et pourtant on a l'habitude de marcher, de monter des escaliers, il n'y a pas de souci. Mais là on a mis au moins 1 h 30 je pense à monter. Donc c'est des escaliers qui étaient aménagés etc. au milieu de la colline, qui étaient faits exprès. Mais vous passez quand même au milieu de choses qui sont pas hyper jolies à voir, auxquelles on ne s'attend pas forcément. Vous passez un peu au milieu de squats dans la forêt. Il y a beaucoup de chiens errants alors qu'on n'avait pas vraiment vu ailleurs et j'avoue que j'étais un peu flippée par rapport à ça parce que t'es un peu tout seul au milieu de la forêt. Donc bon c'est pas ouf, mais je crois qu'il y a un autre chemin par lequel les voitures passent qu'on peut suivre aussi à pied. Donc c'est peut-être mieux de passer par là parce que je vous avoue que nous en plus on n'en voyait plus le bout. Enfin, t'as ces escaliers qui montent, qui s'arrêtent parfois dans des petits temples, des mini-temples en fait. Et là tu te dis bon allez on y arrive, on est en haut, c'est fini. Et en fait non, ça repart à chaque fois. Et t'en vois vraiment pas le bout et du coup tu te demandes quand est-ce que t'arrives en haut. Donc nous on est arrivé jusqu'en haut pile à temps pour le sunset. Et le coucher de soleil là-bas était joli mais honnêtement c'est pas incroyable non plus. On a vu des plus beaux endroits de coucher de soleil donc
ça vaut le coup, mais si vous connaissez un autre endroit où il y a des jolis couchers de soleil aussi à Mandalay, n'hésitez pas à y aller parce que ce sera peut-être plus joli que celui-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont faire le coucher de soleil sur le Ubain Bridge, donc c'est un pont en bois en fait sur pilotis pareil ce qu'on avait vu au lac Inle. C'est pour ça que nous on n'a pas choisi de le faire là-bas parce qu'on s'est dit qu'on avait vu un peu le même la veille. Le lendemain c'était notre 8e jour en Birmanie, donc c'était le 6 février et on a commencé la journée par aller au marché de Mandalay, donc le plus grand, et il était vraiment pas très loin de notre hôtel, je crois qu'il était à 15 minutes à pied. Ah oui d'ailleurs ça c'est un truc aussi à Mandalay, toutes les rues sont quasiment perpendiculaires et à chaque fois que vous avez l'impression d'aller genre pas très loin, c'est trop loin en fait. Genre vous avez vite fait de marcher une demi-heure à pied, 45 minutes à pied, alors que vous avez l'impression sur la map que le truc est juste à côté. Donc faut vraiment mettre des itinéraires pour voir à peu près la distance qu'il y a, parce que sinon on se rend pas du tout compte. Et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de tuk-tuk et de taxis, parce qu'en fait sinon on allait perdre beaucoup trop de temps à marcher juste sous la chaleur parce qu'il faisait tellement chaud. Donc les tuk-tuk étaient les bienvenus. Donc on s'est rendu au marché, le plus grand marché de Mandalay, qui était hyper local. On a croisé 0 touriste dedans. Il était immense, j'ai jamais vu un marché aussi grand de ma vie, pourtant en Asie j'en ai fait des marchés, mais là vraiment il était immense, sur 3 ou 4 étages je crois. C'était un marché couvert donc c'est pas mal parce qu'on n'était pas au chaud. On s'est un peu perdu dans ce marché d'ailleurs parce qu'on y est resté des heures et des heures. On allait manger un bon petit repas dans un autre resto végétarien et ensuite on a pris le bus à 16h30 direction Bagan. Là on avait environ 4 heures de bus et ça nous a coûté 6 €. C'était un bus qui était très local. D'ailleurs c'était assez épique pour y arriver parce qu'on a pris un taxi qui nous a emmené à la gare de bus, enfin normal quoi pour partir. Donc on se dirige vers la compagnie avec laquelle on a pris le ticket et là un gars nous fait monter dans une voiture et nous emmène ailleurs. On n'a pas trop flippé parce que honnêtement vu la gentillesse des Birmans, et c'est pas du tout des personnes qui vont essayer de t'arnaquer ou de te mettre dans des embûches ou quoi, pas du tout. Par contre on se demandait quand même où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'il nous emmenait, et on avait quand même pas mal peur de louper notre bus, qu'on se soit pas compris avec lui en fait et qu'il nous emmène dans un autre endroit. Mais au final on est arrivé à bon port, on a pris le bus, il y avait absolument aucun touriste, on était les seuls blancs en fait de ce bus, ça faisait bien marrer le chauffeur d'ailleurs. Et on a fait pas mal de stops sur la route en fait, dès qu'il voyait ses potes il s'arrêtait ou alors il laissait descendre du monde quand il leur demandait, enfin voilà, on a fait beaucoup de stops sur la route, mais on est quand même arrivé en 4 heures à Bagan, ce qui est quand même pas trop important. Bagan c'était vraiment mon rêve, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a donné envie en fait d'aller en Birmanie depuis très longtemps. Je rêvais d'aller en Birmanie depuis que je suis allée en Thaïlande où j'avais pas pu y aller la première fois, donc il y a 2 ans. Et c'est vraiment un pays qui m'attirait de fou. La culture me fascinait, les paysages, la diversité, les personnes, j'avais vraiment envie de découvrir tout ça. Et surtout Bagan. On a voulu terminer le voyage par Bagan puisqu'on savait qu'on terminerait en beauté avec ce lieu. Donc il faut savoir qu'à Bagan les hôtels sont quand même plus chers qu'ailleurs parce que c'est très touristique. Et on a passé la première nuit à l'hôtel Zen qui est un hôtel milieu de gamme, enfin très correct, qu'on a payé 35 € pour la nuit. Et le premier soir on a retrouvé le couple de Suisses avec qui on avait fait le trek de Kalao à Inle là-bas. Qui nous ont donné en fait le bon plan d'un hôtel où ils dormaient. C'était le Umbra. C'était un hôtel 4 étoiles qui payait 45 € la nuit, donc 50 $. C'était absolument rien, du vrai 4 étoiles, genre très bonne qualité. Donc pour nos 3 nuits suivantes on s'est fait plaisir et on est allé à cet hôtel là. Franchement si vous voulez vous faire plaisir à un moment, faites-le à Bagan, puisque si vous avez un hôtel avec piscine, croyez-moi vous allez l'apprécier parce que les 35 degrés la journée ça tape. Et surtout un bel hôtel voilà comme ça pour 45 € la nuit, on trouve ça nulle part ailleurs en fait, c'est même pas le prix d'un Formule 1 en France. On a passé les 3 nuits suivantes dans cet hôtel 4 étoiles qui était magnifique, où le service était vraiment génial. Et on a passé un trop bon séjour, surtout le petit déj était magique. Genre moi le petit déj c'est le truc le plus important quand on va dans les hôtels, vraiment le petit déj c'est toute ma vie. Et là j'ai jamais vu un petit déj aussi complet à part dans les hôtels où je bossais cet été à Saint-Barth. À Bagan je sais pas si vous connaissez mais c'est l'endroit où on voit toutes les pagodes anciennes en fait du Myanmar. C'est un grand parc où il y a plus de 32 000 pagodes, donc c'est un truc de fou, il y en a partout. Et donc vous louez des scooters électriques pour vous déplacer dans le parc et voir plein de pagodes dans plein d'endroits différents. C'est aussi l'endroit le plus beau du Myanmar je pense pour voir les couchers de soleil mais surtout les levées de soleil. Et particulièrement dans la période, donc comme je vous disais entre janvier et mars, où il y a les montgolfières qui s'envolent tous les matins. Donc il y a toute une série de montgolfières qui s'envolent au-dessus des pagodes. Et si vous trouvez un bon spot, vous pouvez avoir des points de vue incroyables sur les pagodes au lever de soleil avec ces montgolfières au-dessus. Nous on a choisi très volontairement de ne pas faire de lever de soleil depuis la montgolfière parce que ça coûte très cher, c'est dans les 350 € je crois pour environ une demi-heure de vol. C'est un budget qui n'était pas du tout le nôtre en tant qu'étudiant hein, mais on a eu énormément de chance puisque c'est quand même assez difficile de trouver un endroit où il n'y a pas trop de personnes pour avoir un beau point de vue sur le lever de soleil, et déjà de trouver un endroit tout court en fait parce que le parc est tellement immense qu'on ne sait pas du tout où aller. Et nous on a croisé nos potes suisses du coup qui étaient là depuis 2-3 jours, on s'était décalé en fait, ils n'étaient pas allés à Mandalay, eux ils étaient partis directement à Bagan. Et donc le premier soir ils nous ont dit mais venez avec nous demain matin, on vous emmène dans notre spot et vous allez voir c'est trop beau.
Donc le lendemain matin on part avec notre petit scooter, donc il faut se lever à 5h30, hein, on part en scooter dans la nuit etc. Et là c'est assez drôle comme ambiance. Il y a beaucoup de locaux en fait qui vous proposent de vous emmener à des points de vue et que vous les payez en fait pour qu'ils vous montrent un spot tout simplement. Donc il y en a plein qui vous poussent un peu, qui vous disent ah mais venez avec moi, et nous on est en mode non c'est bon on connaît. Et t'as aussi quelques touristes qui essaient de te suivre évidemment, mais toi t'as pas trop envie qu'ils te suivent parce que t'as pas envie qu'il y ait 45 personnes avec toi sur la pagode où tu vas voir le lever de soleil. C'est assez spécial comme ambiance mais c'est très drôle. Et on roulait bien une bonne demi-heure tous les matins pour aller au lever de soleil en fait, au spot où ils nous ont emmenés. Et là quand on est arrivé là-bas c'était juste waouh. Donc c'était sur une petite pagode perdue au milieu de rien. Il n'y avait absolument pas de route pour y arriver, hein. On a été l'un qui conduisait, l'autre qui notait sur Google Maps les points où il fallait tourner. On a pas mal galéré d'ailleurs à retrouver le point tous les jours, mais on y arrivait heureusement. Donc le fameux spot c'était une petite pagode sur laquelle on pouvait grimper, elle était accessible. Il y a des pagodes sur lesquelles on peut, d'autres sur lesquelles on peut pas. C'est pour ça que c'est des points assez cachés et que faut aller vraiment loin, profond dans le parc. Mais là du coup il y avait une échelle donc on pouvait monter sur la pagode. J'étais comme une gamine, émerveillée, j'avais des étoiles dans les yeux, vraiment c'était incroyable. Toutes ces montgolfières qui se levaient avec le lever de soleil derrière, le ciel rouge orangé, tout y était. Et on a eu énormément de chance parce qu'on a fait les 4 levées de soleil du coup. Les 4 jours où on y était, on s'est levé à 5h30 et on est parti parce qu'on s'est dit on serait trop dégoûté de louper un lever de soleil qui était trop beau ou autre. Et même on voulait juste tous les faire parce que c'était magique à chaque fois. Mais vraiment un souvenir incroyable et je me sens tellement chanceuse d'avoir pu voir ça de mes propres yeux. Et surtout Bagan, ne passez pas à côté si vous allez au Myanmar. Certes c'est un endroit touristique, certes il y aura peut-être un peu de monde, certes c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais ça vaut tellement le coup, c'est incroyable. Alors après dans la journée on visitait un peu des pagodes un peu partout, on se posait aussi un peu à la piscine parfois et ensuite on faisait le sunset. Mais c'est pas là où vous êtes le plus actif dans la journée parce que déjà vous êtes levé à 5h30 du mat quand même, et ensuite il fait très très chaud donc en milieu de journée vous pouvez pas faire énormément de choses. Mais du coup on prenait une bonne pause déj et on repartait visiter le parc l'après-midi. Pour louer un scooter électrique là-bas c'est environ 5 € par jour donc c'est vraiment pas cher. On a mangé dans des trop bons petits restos aussi, surtout un qui s'appelait un truc avec Spoon. Il y a plein de types de cuisine, le burger végétarien est incroyable là-bas et il coûte genre 3 €. En fait la cuisine birmane c'est un peu un mélange vraiment de tous les pays qui l'entourent en fait. C'est un mélange entre la cuisine indienne, thaïlandaise, chinoise. Le pays du Myanmar et sa culture c'est vraiment représentatif de son endroit géographique, c'est-à-dire qu'il est entouré de tous ces pays. Et on voit vraiment l'influence que chaque pays a eu sur la Birmanie. Mais surtout dans la cuisine on le ressent le plus parce qu'on a vraiment ces currys en fait qui sont plutôt le côté indien, les nouilles sautées, le riz sauté comme en Thaïlande, il y a aussi des nouilles un peu chinoises. Et c'est toutes ces influences là qui font que le Myanmar est un pays hyper diversifié, hyper riche en fait en culture. Et c'est aussi pour ça je pense que j'ai adoré ce pays. Et donc après 4 jours et 4 nuits à Bagan, on a dû quitter Bagan évidemment et repartir. Donc on a pris un bus de nuit vers Yangon qui nous a coûté 20 €, donc c'est le transport qui nous a coûté le plus cher, en même temps c'est le plus long qu'on ait fait. Je crois qu'on est parti à 21h et arrivé à 7h du matin, quelque chose comme ça. C'est un bus qui était une nouvelle fois très confortable, c'est vraiment bien fait et j'étais assez surprise en fait à quel point le système de transport est développé, en tout cas les bus, à quel point c'est bien fait pour un pays qui est si pauvre et qui est si peu développé sur d'autres points. Et c'est hyper agréable parce que quand on voyage pas en avion, c'est quand même des longues distances, chaque ville est assez séparée, donc c'est bien mieux d'avoir des choses plus confortables et en tout cas sur lesquelles on peut compter. Tous les bus sont partis à l'heure. Et donc le dernier jour à Yangon, on a fait des petites choses qu'on n'avait pas vues en fait précédemment quand on y était allé la première fois. On allait se balader dans Chinatown, on a également visité la synagogue de Yangon. On s'est posé une nouvelle fois au parc l'après-midi parce qu'on était crevés, les bus de nuit c'est quand même assez fatigant. Et notre avion était le soir à 21h, donc on a pris ensuite le bus pour se rendre à l'aéroport et partir pour Bangkok puis Taipei. On a voyagé de nuit au retour en avion parce que ça coûtait beaucoup moins cher, mais c'est vrai que faire le bus de nuit et enchaîner avec 2 avions de nuit c'était quand même bien crevant et je vous assure que le lendemain soir on a bien dormi à la Taipei en arrivant. Pour tout ce qui est taxi dans Yangon, nous on avait croisé une fille qui nous avait déconseillé en fait de prendre des taxis parce qu'il y avait beaucoup de trafic etc. On n'a absolument pas ressenti ça, on n'a jamais été bloqué dans le trafic même aux heures de pointe. Donc moi je conseillerais quand même de prendre des taxis, surtout que ça coûte environ 1500 chats, donc 1,30 €, 1,40 €. Depuis Taipei le vol nous a coûté 350 € aller-retour avec une escale à Bangkok. Mais bon, on a aussi fait bien attention à l'heure à laquelle on le prenait, le jour auquel on le prenait. On a voyagé de nuit comme je vous disais au retour, donc c'est pour ça que c'était quand même un peu moins cher. Sinon c'était souvent dans les 500 € aller-retour. Après je sais que si vous y prenez vraiment à l'avance, nous on l'a pris un peu au dernier moment, si vous prenez vraiment à l'avance vous pouvez l'avoir pour 200-300 € je pense aller-retour depuis Taipei. Mais bon, je pense qu'il y aura peu de gens qui vont le faire Taipei Yangon en fait.
Donc depuis Paris, vous avez des vols avec escale dans les 600 € environ pour arriver à Yangon. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font une arrivée à Yangon et un départ de Mandalay et qui font tout le pays du sud au nord et ensuite ils repartent de Mandalay pour éviter d'avoir le dernier bus de nuit. Nous on l'a pas fait parce qu'à ce moment là c'était beaucoup plus cher les vols et qu'on s'est dit bah tant pis on va sacrifier une nuit dans le bus de nuit et repartir de Yangon. Mais en tout cas c'est aussi possible de faire ça et d'éviter du coup une nuit dans le bus de nuit si vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça peut être une option qui est pratique pour vous. Et donc voilà pour mes 15 jours au Myanmar. Je pense que 15 jours c'est vraiment le minimum pour partir dans ce pays puisque j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Tout ce que je voulais faire en tout cas j'ai pu le faire. Mais c'est vrai que si on reste plus longtemps il y a énormément de choses à voir et je pense qu'un mois c'est pas trop vraiment pour découvrir le Myanmar. C'est tellement différent de chez nous mais c'est tellement enrichissant en fait de découvrir cette nouvelle culture et de voir leur façon de vivre à l'autre bout du monde. Je vous laisse bien évidemment aller voir mon Mapster pour toutes les bonnes adresses des restaurants que j'aurais listés là-bas et également mon Instagram puisque je vous donne tout le temps plein de petits tips sur mes voyages quand j'y suis en fait en direct, en story, ou alors je poste aussi également toutes les photos que je prends dans les différents endroits. Vous pouvez retrouver toutes les photos du Myanmar. N'hésitez pas à aller voir également mes dernières vidéos voyage sur la Thaïlande et le Laos où je vous explique tout mon itinéraire également et mes petits conseils. Ça peut vous être utile si jamais vous prévoyez de voyager en Asie bientôt ou pas d'ailleurs. En tout cas le Myanmar c'est vraiment un pays à découvrir, c'est un pays qu'il faut aller voir je pense si on est attiré par l'Asie. C'est une culture incroyable, très riche, très variée. Les gens sont tellement gentils et moi je suis plus qu'heureuse d'avoir fait ce voyage puisque comme je vous disais je rêvais de le faire depuis plusieurs années et que du coup c'est un peu le seul voyage en dehors de Taïwan que j'aurais pu faire ce semestre vu la situation actuelle, donc je suis trop contente que ce soit celui-ci que j'ai fait. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile. Je sais que les deux dernières sur la Thaïlande et le Laos ont été utiles à pas mal de monde j'ai l'impression d'après vos retours. Donc j'espère que le Myanmar vous attirera également et que mes petits conseils pourront vous aider. Si cette vidéo vous a plu en tout cas je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sortira. Et si vous avez des questions aussi laissez-les en commentaire ou sur Instagram, je serai vraiment trop contente de pouvoir y répondre et de vous aider dans vos futurs projets de voyage. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. We'll be right back.